Un bruit sinistre résonne, celui de genoux s'écorchant sur le marbre consacré. Nous sommes le 30 octobre de l'an 1501. Vous êtes piégé au cœur du pouvoir, dans les appartements privés du pape. Vos membres sont pétrifiés, vos lèvres scellées par l'effroi. La coupe de vin tremble entre vos doigts, mais la posée est impensable. Ce serait admettre que ce cauchemar réveillé est bien la réalité. Autour de vous, les cardinaux, drapés dans leur pourpre écarlate, fixent le sol, le regard vide. Certains murmurent des prières devenues inutiles. D'autres ont clos les paupières pour fuir l'horreur. Et là, entre eux, rampant comme des bêtes sur le sol sacré du Vatican, 50 femmes nues ramassent des châtaignes, tandis que le vicaire du Christ observe la scène depuis son trône. Et il rit. Le pape rit aux éclats. Mais ce qui vous glace le sang, c'est de comprendre que ceci n'est que le divertissement. La jeune mariée, elle, ignore encore le sort funeste que son père lui a réservé avant le lever du jour. Un acte d'une cruauté si calculée, si chirurgicale, qui ne brisera pas son corps, mais anéantira son âme. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir est un secret qui est resté enfoui depuis 500 longues années. Et à la fin de ce récit, vous comprendrez pourquoi un tel secret devait être gardé. Voici l'histoire de Lucrèce Borgia et de la nuit qui aurait dû entraîner la damnation éternelle du Vatican. Si ce récit vous saisit, soutenez-nous avec un j'aime. Cela ne prend qu'un instant et nous permet d'arracher d'autres récits aux ténèbres. 3 semaines plus tôt, en décembre 1501, un homme traverse les portes de Rome, l'allure d'un condamné montant à l'échafaud. Son nom, Alphonse d'Este, héritier du duché de Ferrare. À 25 ans, il est l'héritier d'une famille qui règne sur le nord de l'Italie depuis des générations, et il est absolument terrifié. Il s'apprête à entrer dans la cité la plus puissante du monde, pour épouser une femme dont les 2 précédents époux ont connu une fin tragique. Le premier fut déclaré impotent, publiquement humilié, puis rejeté sans ménagement quand il ne servait plus à rien. Quant au second, il fut poignardé sur les marches mêmes du Vatican. Comme par miracle, il survécut. Alors, le frère de Lucrèce envoya des hommes l'achever, l'étranglant dans son propre lit, tandis qu'elle hurlait et frappait la porte, impuissante. C'était il y a 18 mois. Et maintenant, c'est à son tour. Alphonse a tout tenté pour échapper à ce destin. Les excuses, les reports. Son père a même supplié le pape de choisir un autre prétendant. La réponse de Rome fut d'une simplicité brutale. Accepter l'alliance, ou regarder les armées de César réduire Ferrare en cendres. Le voilà donc ici. La réception est orchestrée pour le briser psychologiquement. Le pape Alexandre VI le reçoit dans la salle du trône. À 69 ans, corpulent, il irradie une puissance semblable à la chaleur d'une fournaise. Ses yeux scrutent Alphonse comme un boucher examine du bétail. À sa droite se tient César Borgia, 26 ans, cardinal devenu général impitoyable. L'homme qui a étranglé le prédécesseur d'Alphonse. Il ne prononce pas un mot de toute la réception. Il se contente d'observer, un léger sourire aux lèvres, tel un félin qui a déjà décidé du moment de l'attaque. Pendant 3 semaines interminables, Alphonse subit des humiliations déguisées en célébrations. Des banquets où on le place à côté de courtisanes sous les sourires narquois des cardinaux. Des parties de chasse où César fait l'étalage de son adresse au tir. Des réceptions où le pape plaisante lourdement au sujet de ses prédécesseurs décédés. Chaque nuit, Alphonse écrit à son père des lettres dont il sait qu'elles seront interceptées et lues, se demandant chaque jour si ce ne sera pas le dernier. Puis vient le jour du mariage, dans la chapelle papale. Les murs dorés reflètent la lueur des bougies, les fresques de saints et d'anges contemplent l'assemblée. L'odeur de l'encens est si épaisse qu'elle vous prend à la gorge. Le pape Alexandre VI officie en personne. Sa voix résonne dans la chambre sacrée, alors qu'il prononce les paroles qui lieront sa fille à son 3e mari. Alphonse se tient devant l'autel. Ses mains ne cessent de trembler. Il sent le regard de César peser sur sa nuque durant toute la cérémonie. Un regard froid, patient, celui d'un prédateur observant une proie qui ne sait pas encore qu'elle est déjà prise au piège. Et à ses côtés se tient Lucrèce, âgée de 21 ans. Ses cheveux d'or sont arrangés en tresses complexes, parsemées de perles. Sa robe de soie et d'or vaut plus que la plupart des villages italiens. Sa beauté est telle qu'elle en est presque douloureuse à regarder. Mais son regard, c'est son regard qui vous fige sur place. Un regard vide, dénué de tristesse, de colère ou de peur, simplement absent. Comme celui d'une âme qui aurait quitté son enveloppe charnelle il y a bien des années, sans jamais y revenir complètement. La veille, pendant que ses dames de compagnie préparaient son trousseau, Lucrèce se tenait à sa fenêtre, contemplant Rome. La ville de sa naissance, la ville où elle avait vu son second mari se vider de son sang sur les marches, la ville qui lui avait tout pris et en demandait toujours plus. L'une de ces dames, une jeune fille de Naples, lui avait demandé si elle était heureuse de se marier.
Lucrèce avait esquissé un sourire. Le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. Celui que l'on apprend quand montrer ses vrais sentiments est un danger mortel. « Heureuse » avait-elle répété, comme si elle testait un mot d'une langue étrangère. « Oui, bien sûr. » Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Elle est restée assise dans la chapelle de Santa Maria in Portico jusqu'à l'aube, agenouillée sur la pierre froide, priant un Dieu qui ne lui avait jamais répondu. Ni quand ils ont annulé son premier mariage en la traitant de marchandise usagée, ni quand ils ont assassiné Alphonse dans la chambre voisine. Pas une seule fois en 21 ans. Mais elle priait quand même, car la prière était la seule chose qui lui appartenait encore. La voici maintenant devant l'autel, prononçant des vœux auxquels elle ne croit pas, à un homme qu'elle ne connaît pas, dans une cérémonie contrôlée par un père qui ne l'a jamais considérée que comme une monnaie d'échange. C'est une femme qui a appris à la dure que dans sa famille, toute émotion est une faiblesse. Elle sait que les larmes peuvent devenir une arme contre vous, que l'amour peut être forgé en une lame acérée, puis planté dans votre propre cœur. Elle récite ses vœux d'une voix si plate qu'elle en est à peine humaine. Alphonse lui répond sur le même ton. Deux âmes exécutant un rituel auquel aucune ne croit, entourées d'hommes qui ont déjà scellé leur destin. Les anneaux sont échangés. Le pape les déclare mari et femme. Alors, Alexandre affiche ce large sourire de prédateur et annonce que la véritable célébration peut enfin commencer. Les invités sont conduits aux appartements Borgia pour le festin de noces. Les portes se referment lourdement derrière eux. Des gardes prennent position à chaque sortie. Et Lucrèce ressent quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis des années. Pas la peur. Elle est au-delà de la peur. Quelque chose de plus glacial encore. La certitude que son père est sur le point de lui enseigner une nouvelle leçon. Et quelle qu'elle soit, elle y survivra, comme elle a survécu à tout le reste, en se réfugiant au plus profond d'elle-même, là où ils ne peuvent l'atteindre. En se vidant de tout sentiment, avant qu'ils ne puissent la vider eux-mêmes. Le banquet commence comme n'importe quel mariage aristocratique. Paon rôti à la feuille d'or. Des montagnes de fruits exotiques. Un vin dont chaque bouteille coûte plus que le salaire annuel d'un paysan. Des musiciens jouent. Des poètes récitent des vers à la gloire des mariés. Les rires résonnent sur les murs peints. Les heures s'écoulent. Le vin coule à flot. Les conversations deviennent plus bruyantes, plus relâchées. Certains invités commencent même à se détendre. Alphonse se surprend presque à y croire, à penser qu'il ne s'agit que d'un mariage. Mais soudain, un détail le frappe. Les gardes sont bien plus nombreux. Puis un autre. César n'a pas touché à son vin de toute la soirée. Et enfin, le regard insistant du pape, fixé sur lui. Un regard ni chaleureux, ni bienveillant, mais plein d'attente, comme celui d'un homme qui attend le début d'un spectacle. Minuit approche. César se lève. Le silence se fait instantanément dans la salle, comme si quelqu'un avait coupé d'un coup toutes les voix. Il se dirige vers les portes latérales et donne un ordre discret. Les portes s'ouvrent. 50 femmes pénètrent dans la salle. Elles sont vêtues de robes magnifiques, de velours et de soie, ornées de bijoux qui scintillent à la lueur des bougies. Ce ne sont pas de simples prostituées. Ce sont les courtisanes d'élite de Rome, des femmes qui servent habituellement les cardinaux, les ambassadeurs, les plus hautes sphères du pouvoir. Mais le regard est anormal, exorbité par la peur, cherchant désespérément les sorties désormais bloquées par des gardes armés. Le pape Alexandre se lève de son trône, sa coupe de vin à la main, son sourire s'élargissant. Maintenant, annonce-t-il, le véritable spectacle commence. À son commandement, les femmes commencent à se déshabiller. Une par une, les robes somptueuses tombent sur le sol de marbre. La soie s'amoncelle autour de leurs pieds nus. 50 femmes se tiennent entièrement nues devant l'assemblée des princes de l'Église. Certains cardinaux détournent le regard. D'autres serrent leur chapelet, leurs lèvres murmurant des prières qui semblent obscènes dans ce contexte. Quelques membres plus jeunes du clergé se penchent en avant, suffisamment ivres pour oublier toute décence. Alphonse fixe son assiette. Ses jointures sont blanches autour de son couteau, mais Alexandre n'a pas terminé. Des serviteurs entrent, portant des paniers remplis de châtaignes. Ils les répandent sur le sol. Des centaines de fruits roulent entre les pieds des invités horrifiés, disparaissant sous les tables, se dispersant sur le marbre sacré. Puis le pape annonce les règles du jeu. Les femmes doivent ramper à quatre pattes et ramasser les châtaignes. Celle qui en aura rassemblé le plus grand nombre gagnera des prix issus du trésor papal. Des robes de soie, des colliers en or, des joyaux. Imaginez cette scène. 50 femmes nues, à quatre pattes, rampant entre les jambes des cardinaux et des évêques, sous une fresque de la Vierge Marie, sur des sols que les papes ont foulés pendant des siècles. Le son, des genoux raclant la pierre, le cliquetis des châtaignes ramassées dans des mains tremblantes, des sanglots étouffés, et par-dessus tout, des rires. Le pape qui rit, César qui rit, une son qui ricoche sur les murs dorés, tel l'écho d'un banquet venu directement de l'enfer. Certains invités se joignent à la fête, lançant des châtaignes toujours plus loin,
forçant les femmes à ramper sur de plus longues distances. D'autres restent figés, leurs esprits incapables d'assimiler ce dont ils sont témoins. Un cardinal âgé se lève et tente de partir. Les gardes lui barrent le chemin. Il se rassoit et ne relèvera plus la tête de toute la nuit. Et Lucrèce est assise, parfaitement immobile aux côtés d'Alonso. Son visage ne trahit absolument aucune émotion. Elle a appris depuis longtemps à se réfugier ailleurs en elle-même lorsque sa famille se donne en spectacle. C'est sa seule et unique méthode de survie. Le banquet se poursuit pendant des heures interminables. Quand il se termine enfin, les courtisanes se blottissent dans les coins, serrant leurs prix humiliants, incapables de regarder qui que ce soit. Alonso pense que le calvaire est fini. Il se trompe lourdement. Car le pape se lève de nouveau, et les mots qu'il prononcera ensuite résonneront dans l'histoire pour les 500 prochaines années. Le devoir sacré du mariage, annonce Alexandre, doit maintenant être accompli. Dans n'importe quel mariage normal, la consommation a lieu en privé. Peut-être que des témoins vérifient les draps le lendemain matin. Une pratique inconfortable, mais standard pour les familles nobles. Ce qu'Alexandre ordonne est d'une nature complètement différente et monstrueuse. Alonso et Lucrèce consommeront leur mariage cette nuit, non pas une fois, mais 3 fois, et chaque personne présente dans cette pièce servira de témoin. La salle devient silencieuse. Pas calme, silencieuse. L'absence totale de son qui se produit lorsque toute une assemblée cesse de respirer en même temps. Même César laisse transparaître une étincelle de surprise. Même lui ne s'attendait pas à ce que son père aille aussi loin dans l'abjection. Alfonso se lève. Son visage a pris la couleur d'un vieil ossement. Il est un prince. Il a passé toute sa vie à s'entraîner à la dignité, à l'honneur, au code de la noblesse. Et on vient de lui ordonner d'accomplir l'acte le plus intime de sa vie, comme un spectacle public. Il regarde les gardes, puis César, dont la main repose nonchalamment sur son épée, puis le pape, dont le sourire ne s'est pas effacé. Il n'y a aucune échappatoire. On les conduit dans une chambre attenante, une pièce normalement utilisée pour recevoir les ambassadeurs, maintenant meublée d'un lit drapé de soie. Les portes restent grandes ouvertes. Les invités sont positionnés dans le hall extérieur avec une vue directe. Ce qui se passe au cours des heures suivantes anéantit chaque couche de dignité humaine, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la chair et la honte. Alonso, psychologiquement brisé, entouré d'hommes armés et de regards insistants, consomme le mariage. Ses mouvements sont mécaniques, purement automatiques. Son esprit s'est retiré quelque part très loin. Lucrèce est allongée sous lui, les yeux fixés sur le plafond, toujours silencieuse. Elle a survécu à 2 mariages. Elle sait comment séparer son âme de son corps, comment devenir une coquille vide en attendant que la tempête passe. Mais voici ce qui vous achève. Ensuite, César entre personnellement dans la chambre. Il inspecte les preuves avec un détachement clinique. Puis il annonce, assez fort pour que tout le monde entende, que la première consommation a eu lieu. Et il leur ordonne d'attendre 1 heure avant de recommencer. 1 heure. Imaginez cette heure. Alonso assis sur le bord du lit, incapable de regarder sa femme. Lucrèce allongée, immobile, fixant le vide. Le murmure des voix dans le hall extérieur. Des serviteurs resservent du vin à des invités qui ne peuvent pas partir, et la certitude que dans 60 minutes, tout recommencera. La deuxième consommation a lieu vers 2 heures du matin. Tous deux agissent maintenant dans un état de dissociation complète. Des corps bougeant sans esprit qui les commandent. L'humanité mise en veille, car l'alternative serait la folie pure. Dans la pièce extérieure, des cardinaux murmurent des prières qui ont un goût de cendre. Des courtisanes qui ont été humiliées quelques heures plus tôt pleurent en silence pour Lucrèce. Même les gardes se sentent mal à l'aise. Mais personne n'intervient. Personne ne parle. Personne ne fait rien, car le pape l'ordonne, et la parole du pape est la parole de Dieu. Puis vient l'aube. La première lueur grise touche les fenêtres des appartements Borgia, et Alexandre ordonne le 3e et dernier acte. Une fois celui-ci achevé, César annonce triomphalement que le mariage est désormais scellé 3 fois. Absolument irrévocable en vertu du droit ecclésiastique et séculier. Aucune annulation possible, aucune clause de sortie, aucune issue. Le pape lève sa coupe de vin pour un dernier toast. Alonso est assis au bord du lit, la tête entre les mains, tout son corps tremblant. Il retournera à Ferrare en homme brisé. Il ne parlera jamais de cette nuit. Pas à sa famille, pas à ses enfants, pas à quiconque. Jamais. Et Lucrèce, gît inerte dans sa robe de mariée, les yeux ouverts, ne voyant rien. Son âme s'est retirée si profondément à elle qu'elle pourrait ne jamais revenir complètement. Ils voulaient la détruire tout en la laissant respirer. Ils ont réussi. C'est ici que nous devons nous arrêter et poser une question que la plupart des historiens ignorent. Comment
Comment une famille devient-elle capable d'une telle abomination? Car personne ne se réveille un matin en décidant de détruire sa propre fille devant 50 témoins. Une telle cruauté se construit strate par strate, année après année, jusqu'à ce que le monstre dans le miroir soit la seule chose qu'ils aient jamais connue. En 1431, en Espagne, un garçon nommé Rodrigo naît dans la famille Borgia. Une noblesse mineure, respectable, mais rien de spécial. Puis son oncle devient pape. Du jour au lendemain, tout change. Les Borgia ne sont plus des inconnus espagnols. Ils sont la famille de l'homme le plus puissant de la chrétienté. Rodrigo est amené à Rome à 16 ans, et ce qu'il y découvre refaçonne son âme. La noblesse italienne les méprise profondément. Il traite les Borgia d'étrangers, de chiens espagnols. Lors des banquets, Rodrigo observe les cardinaux murmurer derrière leurs mains. Il voit les sourires narquois, le mépris, la certitude que sa famille n'a pas sa place ici. Quelque chose se durcit en lui. Il apprend qu'à Rome, la vertu n'est qu'une performance. Les hommes qui prêchent l'humilité possèdent des palais. Les cardinaux qui condamnent la luxure entretiennent des maîtresses. Le système ne fonctionne qu'avec un seul carburant, le pouvoir. Tout le reste n'est que décoration. Alors Rodrigo cesse d'essayer de s'intégrer. Il commence à vouloir dominer. Il achète son titre de cardinal à 25 ans. Il a des enfants ouvertement et bâtit un réseau d'espions et d'assassins à travers l'Italie. En 1492, il achète son chemin vers la papauté elle-même. À ce moment-là, il avait complètement assimilé la leçon de Rome. Les gens sont des outils. L'amour est un levier. La famille n'est pas un sanctuaire, c'est un arsenal. César était sa lame. Formé dès l'enfance à la violence et à ne montrer aucune pitié. Cardinal à 18 ans, non par foi, mais par utilité. Lorsque le pouvoir militaire devint plus précieux, il abandonna sa robe sans une seconde pensée. Il a conquis des cités, assassiné des rivaux dans leur lit, empoisonné des convives. Machiavel observait César et pensait « Voilà à quoi ressemble un prince parfait ». Mais Lucrèce était la ressource renouvelable. Dès l'instant où elle a pu comprendre le langage, Lucrèce a appris que sa valeur n'était pas qui elle était, c'était à qui elle pouvait être mariée. Sa beauté n'était pas un don, c'était un atout à cataloguer. Premier mariage à 13 ans. Giovanni Sforza. En 1497, l'alliance était devenue inutile. Les Borgia avaient besoin d'une annulation. Le motif ? Giovanni fut déclaré impuissant, publiquement, de manière humiliante. Un mensonge si évident que toute l'Italie en rit, mais personne n'osa le contredire. Lucrèce apprit la leçon. Ton corps appartient à la famille, ta réputation appartient à la famille, même la vérité appartient à la famille. Second mariage à 17 ans, avec Alphonse l'Aragon. Et voici la partie la plus cruelle. Elle l'aimait réellement. Des témoins ont décrit comment son visage s'illuminait quand il entrait dans une pièce. Comment il se promenait dans les jardins du Vatican, riant comme des enfants qui avaient trouvé quelque chose de vrai. Puis César décida qu'Alphonse n'était plus utile. La première tentative d'assassinat échoua. Alphonse survécut au coup de poignard. Lucrèce le soigna elle-même, cuisinant ses repas, car elle ne faisait confiance à personne d'autre. Pendant 1 mois, elle s'est battue pour lui, croyant pouvoir le sauver. Puis les hommes de César sont venus, l'ont jeté hors de la chambre et ont étranglé son mari pendant qu'elle hurlait et frappait à la porte. Elle avait 19 ans. C'est à cet instant que Lucrèce a cessé d'être une personne et est devenue un fantôme portant un visage humain. À son 3e mariage, elle avait appris la leçon finale de sa famille. L'espoir est l'arme la plus cruelle qui soit. Il vous fait croire que les choses peuvent être différentes. Et quand on vous l'arrache, la blessure est bien plus profonde que si vous n'aviez jamais espéré du tout. La cérémonie dans les appartements Borgia n'était pas son point de rupture. Ce n'était que la représentation la plus publique d'une destruction qui s'était opérée tout au long de sa vie. En quelques jours à peine, la nouvelle de ce mariage maudit s'est répandue en Europe, tel un fléau mortel. De Venise à Paris, en passant par Florence et Milan, les ambassadeurs ont expédié des messages codés, porteurs d'une vérité effroyable. Chaque rapport est déchiffré dans un effroi mêlé d'incrédulité. L'ambassadeur vénitien grave ces mots. Ce qui s'est produit au Vatican surpasse les abominations des jours les plus sombres de l'Empire romain. Mais quel fut le destin des âmes présentes dans cette pièce? Le pape Alexandre VI a trouvé la mort 2 ans plus tard, probablement empoisonné. Une fin ironique et macabre pour celui qui avait fait du poison son instrument. Quant à César Borgia, il a tout perdu à l'instant même où le cœur de son père a cessé de battre. Il périt en 1507, tombé dans une embuscade en Espagne. Son corps fut démembré, puis jeté dans une fosse anonyme. La machine infernale qu'ils avaient érigée les a dévorés tous les deux. Mais Lucrèce, elle, a survécu encore 18 longues années. Son voyage jusqu'à Ferrare a duré 1 mois entier. 1 mois de silence.
Les témoins l'ont décrit comme une statue, le regard fixé par la fenêtre sur des paysages qu'elle ne voyait pas. Durant les 3 premiers jours, aucun son n'a franchi ses lèvres. Elle s'installa auprès d'Alphonse, qui pouvait à peine soutenir son regard. Leur mariage était un hiver permanent, un royaume de glace. Les repas se prenaient dans un silence de mort. Des héritiers naquirent, fruits du devoir, non de l'affection. Le poids de cette nuit maudite et indicible se dressait entre eux, tel un mur infranchissable. Mais Lucrèce refusa de sombrer dans l'oubli. Elle se jeta à corps perdu dans les œuvres de charité, marchant parmi le peuple, devenant la mécène des artistes et des poètes. Contre toute attente, elle devint la figure bien-aimée de Ferrare. On la surnommait la Buona Duchessa, la bonne duchesse. Elle eut 8 enfants. Elle dirigeait la cour de son époux avec une main de maître. Elle gagna le respect par ses actes et non par son nom. Mais ses dames de compagnie murmuraient qu'elle se réveillait en hurlant, hantée par des cauchemars. Que parfois, au milieu d'une conversation, son regard se perdait dans le vide. Qu'elle passait des heures à genoux sur la pierre froide des chapelles, priant un Dieu qui restait désespérément silencieux. Ce Dieu qui ne lui avait jamais répondu. En 18 ans, elle ne retourna jamais à Rome, pas une seule fois. Elle s'éteignit en 1519, en donnant naissance à son dernier enfant. Elle n'avait que 39 ans. Ses derniers mots furent « Je suis prête à être enfin libre ». Libre. Alors pourquoi cette histoire résonne-t-elle encore 500 ans plus tard? Car elle ne concerne pas seulement les Borgia. Elle révèle l'architecture même de la destruction. La façon dont les systèmes conçus pour protéger deviennent des instruments d'anéantissement total. La manière dont le pouvoir, lorsqu'il n'a de compte à rendre à personne, se retourne contre ses propres créateurs. La nuit du 30 octobre 1501 n'était pas une simple anomalie, une erreur de parcours. C'était l'aboutissement logique d'une autorité absolue et sans limite. Lorsque le pape en personne orchestre une telle abomination, entouré de cardinaux qui restent muets, cela prouve une chose absolument terrifiante. La corruption n'était pas un défaut du système. La corruption était le système lui-même. Le Vatican a tout fait pour enterrer cette histoire. Les archives furent détruites. Le journal de Burchard dissimulé pendant des siècles. Mais voici ce qu'il n'avait pas compris. On peut brûler les documents, faire taire les témoins, réécrire l'histoire, mais on peut effacer ce que les âmes portent en elles, et on ne peut anéantir ce qui est gravé dans la pierre. Johann Burchard rédigeait son témoignage en sachant que cela pourrait lui coûter la vie. Il l'a écrit quand même. Car certaines vérités sont un fardeau trop lourd à porter seul. Parce que le silence vous rend complice de l'horreur. Parce que les morts méritent d'avoir des témoins. 500 ans plus tard, nous avons retrouvé ces mots. Lucrèce Borgia était destinée à disparaître. Une simple note en bas de page, une transaction dans le jeu du pouvoir. Pourtant, elle leur a tous survécu. Son père, emporté par un poison qui était peut-être le sien. Son frère, démembré en Espagne. La machine les a broyés tous les deux. Mais Lucrèce, elle, a bâti une nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne. Elle a élevé des enfants qui n'ont jamais rien su de cette nuit maudite. Elle est devenue la Buona Duchessa. Elle n'est pas morte en tant que Borgia, mais en tant que la femme qu'elle avait forgée de ses propres mains. Il voulait l'anéantir, mais elle continuait de respirer. Elle a continué, malgré tout. Et c'est là la leçon qui résonne à travers les siècles. Le pouvoir peut tout vous prendre, votre corps, votre dignité, votre espoir. Il peut transformer votre famille en bourreau et votre nuit de noces en tombeau. Mais il ne peut pas vous arracher la part de vous qui choisit de survivre. Il ne peut atteindre cet endroit secret où vous décidez de qui vous êtes vraiment. Il ne peut faire taire cette voix intérieure qui murmure « Même dans la plus sombre des pièces, je suis toujours là ». C'est à cela que Lucrèce s'est accrochée, à travers chaque horreur, pendant 18 ans, jusqu'à son dernier souffle. Je suis toujours là. Et 500 ans après, son histoire l'est aussi. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous. Nous exhumons les chapitres que l'histoire a tenté d'effacer. Car en vérité, le passé n'est jamais vraiment mort. Modèle.